Eh bien, nous allons pouvoir commencer, quasi à l'heure. Nous avons devant nous une bonne journée d'activité intellectuelle concernant l'art, la littérature et l'adolescence. Une journée que nous avons organisée avec l'association Babylone, avec Maurice Corcos, et puis d'autre part, comme vous avez vu en entrant, la revue Adolescence que je dirige depuis un certain temps. Voilà. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter les intervenants successifs qui vont tout de suite s'imposer. Je vais donner tout de suite la parole à Maurice Corcos, qui est donc le co-organisateur de cette journée et professeur en ce lieu. Maurice, à toi. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés ce vendredi, d'avoir quitté vos cabinets, vos patients, vos structures, vos chères études, tout un tas de choses. Je sais à quel point c'est difficile de se déplacer le vendredi pour venir écouter des réflexions toutes personnelles, toutes subjectives, toutes partielles, toutes partiales, toutes discutables sur la littérature, la poésie et l'accordage qu'on peut faire avec la psychopathologie, la psychanalyse, sans que l'une évidemment ne soit l'explication de l'autre, mais que toutes les deux puissent s'épouser, s'allier, s'enrichir, faire germer une certaine réflexion. Alors donc, l'idée avec Philippe, qui fait un tour de France avec la revue Adolescence, c'était de parler bien sûr de l'adolescence d'un point de vue clinique, socio-anthropologique, culturel, etc. Et en discutant tous les deux, on avait pensé que les figures littéraires de l'adolescence pouvaient être un moyen, un médium singulier pour toucher du doigt un certain nombre de données psychopathologiques propres à cet âge. Nous avons l'ambition, lui et moi, que cette façon de procéder puisse parfois peut-être être plus éclairante, plus affectivement éclairante qu'un certain jargon psychanalytique qui réduit la densité, la dynamique de la pulsionalité adolescente. C'est donc ça, cette ambition que nous avons. Alors, s'il y a un adolescent, s'il est une figure littéraire de l'adolescence, un génie incarné de la jeunesse, c'est bien sûr Arthur Rimbaud. Je crois que tout le monde peut en être d'accord. Il y aurait bien eu Alain Fournier, mais il est un peu trop vieux. Il y aurait bien eu Lautréamont, mais Lautréamont est totalement sans âge. Tous les trois nous ont apporté quelques secrets de cet âge cartilagineux, où il faut tenter de contenir jusqu'à épouser sa croissance dans une fièvre du temps. Ça, c'est une expression de Robert Musil. L'adolescence est une fièvre du temps dans la vie où il faut supporter l'étrange télescopage du passé et du futur sur la crête du présent. Cette période particulière où émerge en même temps, ça c'est Julio Cortázar, que connaît bien mon ami Alejandro qui va intervenir après, cette période, l'adolescence, où émerge en même temps la poésie et les boutons. C'est-à-dire le sexuel et l'idée de la mort pourrissante qui arrive, c'est-à-dire aussi, si on veut, l'esthétique et l'éthique. Mais seul Arthur Rimbaud est devenu iconique, au point d'enfanter de multiples autres figures rimbaldiennes, d'adolescents éternels, James Dean, Jim Morrison, Jack Kerouac pour les Américains, Mayakovsky, Pushkin pour les Russes, et enfin, pour ceux qui aiment le cinéma, le fabuleux Terence Stamp dans le théorème de Pasolini, qui, avant de faire éclater tous les tabous de la société italienne, culturelle, religieuse, sociale, sexuelle, familiale, Terence Stamp, si vous regardez le film à nouveau, vous verrez qu'à chaque fois il lit un petit passage de Rimbaud avant de faire éclater cette société qu'on file dans la dévotion et la domestication. Alors, Rimbaud, bien sûr, plutôt que les autres, mais il y aurait bien eu une autre figure éternelle d'adolescent, le Christ, ni plus ni moins. Mais nous allons voir justement que le Christ est justement le principal adversaire, concurrent d'Arthur Rimbaud dans le cœur de sa mère, et qu'après une lutte acharnée d'Arthur pour se défaire d'une identification morbide aliénante à ce Christ, Arthur Rimbaud connaîtra malheureusement quasiment le même destin
tragique, puisqu'il mourra à 37 ans, contre 36 pour l'autre. Voilà un des fameux autres qui va infiltrer la pensée de Rimbaud. En tout cas, contrairement à ceux, les écrivains nombreux, qui nous racontent leur adolescence au mi-temps de leur existence, lors de la fameuse crise du milieu de vie, comme Proust et Camus, lui, Arthur Rimbaud, cet enfant doué d'une méthode qui nous a montré le mécanisme de cet âge secret, Cocteau, lui, Rimbaud, écrit alors qu'il est de plein pied dans la puberté et renonce à écrire entrant dans l'âge adulte à 21 ans. Pas d'idéalisation cependant, la poésie rimbaldienne, même si elle est pulsionnelle en diable, est une transcription de la sève pubertaire encore tamisée, tamponnée par ce qu'il appelle un long et raisonné dérèglement de tous les sens. Un long et raisonné dérèglement de tous les sens, sous l'emprise de l'opium, de la hashish, du hashish, de l'absinthe, de l'encrapulement, de la sexualité addictive, mais long et raisonné, tout ça est bien organisé, bien archi-structuré, quelle que soit l'image qu'il renvoie d'une pulsionalité vive. Et puis quand il va renoncer, est-ce que c'est lui-même qui va renoncer ou est-ce qu'il va consentir ou assentir au fait qu'il ne peut plus? Là encore, pas d'idéalisation. Arthur Rimbaud est pour autant un adolescent bien particulier, fait au fusain. Je vous ai mis l'image qui est peut-être encore derrière, qui était derrière l'image qu'on a fait Forain, qui a une exposition actuellement au Petit Palais. C'est un adolescent fait au fusain, c'est-à-dire inachevé, resté à l'état d'exquise esquisse. À 18 ans, il en paraissait 13. Regardez-le sur le portrait qu'on a fait Fantin-Latour. Il paraît très jeune à 18 ans, tandis que Verlaine, lui, qui avait 10 ans de plus, en paraissait encore 10 ans de plus. Ce qui fait que les rapports entre eux devraient être réfléchis à l'aune de cette différence d'âge qui n'est pas simplement de 10 ans, mais de près de 30 ans. C'est une chose qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais peut-être une autre fois. À l'âge de 16 ans, on reste psychiatre clinicien, spécialiste adolescent, à l'âge de 16 ans, entre 16 ans et 17 ans, il passe de 1m61 à 1m79. Il connaît une croissance fulgurante qui n'est pas, ce corps-là, n'est pas sans lien avec l'esprit qui va arriver. Le corps peut l'esprit, le corps est le siège de toutes les émotions, mère de toutes les pensées. C'est ce corps en effervescence, en métamorphose, qui va générer cet esprit tout à fait singulier. Le charme des esquisses par rapport au tableau achevé, trop maquillé, trop vernissé, c'est, me semble-t-il, la vérité de la présence sur la toile de toute l'émotion pulsionnelle, de toute la terreur sauvage propre à cet âge, avant que ne viennent, à la crise du milieu de vie, les repentirs, ces drôles de corrections qui, au cours de l'exécution d'un tableau, font disparaître quoi, si ce n'est la trace d'un désir, trop vite devenu ce désir avec la perte de l'innocence propre à l'enfance, avec la perte de l'insouciance propre à l'enfance, ce désir qui est devenu très rapidement, trop rapidement, dès l'adolescence, une faute, un péché. Arthur Rimbaud n'est pas totalement sorti de l'enfance et de ses naïvetés évanescentes. Il a gardé, dit Marcel Proust, l'innocence rare de l'enfant fondamental. Il est entré brutalement dans la puberté et il est littéralement chassé de l'enfance par cette puberté, violenté de l'intérieur par cette puberté. Voilà que je est une autre. Et il le dit dans le poème Ophélia, « Ô pâle Ophélia, oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté. » Cette puberté le violente de l'intérieur, elle le possède de l'intérieur et elle est étrangement féminine. Pour Mallarmé, Arthur Rimbaud, c'est la puberté perverse et superbe. Pour Valade, c'est le plus effrayant exemple de précocité mûre que nous n'ayons jamais vu. Pour Breton, c'est le véritable dieu de la puberté, comme il en manquait à toutes les mythologies. Une seule phrase de Rimbaud pour témoigner à quel point il a pu toucher du doigt ce qui est la singularité de la puberté, ce télescopage des temps, cette transformation de l'esprit à partir des métamorphoses corporelles. Une seule phrase pour exprimer ce qu'il appelle, lui, la pubescence. Son corps, point d'exclamation, son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisée de la violence nouvelle. Son corps, le dégagement rêvé, le brisement de la grâce croisé de violence nouvelle.
pour moi, 2-3 phrases pour témoigner ce qu'il incarne et ce qui nous fait ressentir, et ce qu'on voit aussi en clinique, cette fameuse sensualité mélancolique sans objet de l'adolescence. C'est quoi la sensualité mélancolique sans objet de l'adolescence? Je m'explique. C'est ce moment où il y a une échéance de la tendresse, quand advient avec les métamorphoses pubertaires la cruauté du désir et le désir de cruauté. Pierre Félida. Le chagrin de découvrir que le sentiment d'éternité qui n'existe que dans l'enfance commence à se dissoudre jusqu'à disparaître et qu'il n'y a plus d'espérance possible pour un infini. Voici le temps de la finitude, et contre le temps de la finitude, le temps d'accession au meurtre plutôt qu'à la mort, disait Winnicott, le temps de la finitude, en face, Rimbaud va lui opposer le temps des assassins. Alors venons-en à l'axe choisi parmi beaucoup d'autres, tellement cette œuvre est dense, l'axe choisi aujourd'hui par moi pour réfléchir sur Rimbaud, l'axe que je vous propose, c'est cet étrange appétit qu'il avait pour les fugues, pour l'errance, pour le vagabondage bohémien. Et on va essayer de s'interroger ensemble sur pourquoi faut-il partir à l'adolescence. Comment faut-il partir à l'adolescence, avec quel véhicule, quel médium? Bien sûr la marche, mais aussi la drogue, l'alcool, la masturbation compulsive, l'addiction sexuelle et pour finir peut-être la création. Et puis aussi s'interroger sur comment éviter, lorsqu'on a réussi à se dégager d'un certain nombre de choses et à partir, comment éviter un destin, c'est-à-dire de revenir au même endroit, être rendu au même endroit dans une fatalité tragique ou un destin programmé. Et enfin, on abordera quand même le fait que même si on arrive à partir, même si on arrive à se dégager d'un destin, on ne peut pas éviter un certain nombre de rencontres sur le chemin, de rencontres qu'on n'avait pas programmées et qui vont sacrément infléchir le destin d'une créativité et parfois la faire verser dans la destructivité. Tout ça est vrai pour Rimbaud et vrai aussi pour nos adolescents, bien sûr. Alors pourquoi partir? Parce que le mot d'ordre d'Arthur Rimbaud, c'est en avant, toujours en avant. Il faut être absolument moderne. Et pourquoi faudrait-il qu'un certain nombre d'adolescents suivent ces mots d'ordre de départ? Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui impulse? Qu'est-ce qui les oblige? Eh bien, je crois qu'on ne part pas pour le plaisir de voyager, ni même pour voir du pays. Comme disait Henri Michaud, l'autre belge, on pourrait parler de Breil, c'est un problème belge de partir de ce plat pays où un canal s'est pendu. Mais bon, comme disait Henri Michaud, donc on ne part pas pour voyager, on ne part pas pour voir du pays, ce serait beaucoup trop con. On essaye de fuir quelqu'un ou quelque chose et on retrouve sans cesse ses racines ancêtres à tuyaux de pipe, disait Michaud. Son désert intérieur, disait Rimbaud. Rimbaud, lui, qui disait aussi que je pars pour fuir la descendance et la race, c'est-à-dire l'aliénation psychologique et morale qui a exercé sur moi le lieu où il m'a été donné de naître. On ne part pas pour rencontrer l'autre, l'étranger. Rappelez-vous l'incipit de Lévi-Strauss, à Triste Tropique, je hais les voyages, je hais les explorateurs. On ne part pas pour rencontrer l'autre, sauf, si ce n'est que l'autre, la rencontre avec l'autre, par la grâce qu'il nous accorde d'une trêve avec nous-mêmes, il nous permet de rencontrer l'autre en nous, l'étranger de l'intérieur, disait Nietzsche, l'ennemi intérieur pour Baudelaire. On part, c'est vrai, pour fuir, pour s'enfuir, pour rencontrer l'autre à l'intérieur de nous, mais on part aussi pour Rimbaud pour deux raisons un peu annexes, vraies mais insuffisantes, mais qu'il ne faut pas négliger. On part pour fuir l'idéologie de sa classe sociale, éduquée par l'argent et non par l'amour. C'est toute l'histoire ratée, de la rencontre ratée d'Arthur Rimbaud avec la Commune de Paris, dont on fête l'anniversaire cette semaine. La Commune de Paris qu'on a appelée l'orgie babylonienne. Il a raté la Commune de Paris, qu'il cherchait à rencontrer parce qu'il espérait y retrouver son père, on y reviendra, mais c'est simplement pour dire que cet anarchiste célèbre qu'est Rimbaud, et qui a essayé de fuir cette idéologie de l'argent, on ne sait toujours pas aujourd'hui, en fonction qu'on accorde un crédit aux rumeurs ou pas, s'il n'a pas fini par devenir vendeur d'esclaves et vendeur d'âmes. Pas d'âmes, d'armes. Vendeur d'esclaves et vendeur d'armes. On part, c'est vrai, mais c'est sûrement aussi insuffisant pour se déganguer de son éducation religieuse chrétienne. Éducation à mort.
L'éducation chrétienne, comme toutes les autres religions, quand elles sont sans transcendance, sont des formidables écoles du vice, et on va le voir chez Rimbaud. L'éducation chrétienne, celle où la sexualité est à ce point cachée qu'elle devient instigatrice de culpabilité, de dégoût et de honte. Celle où le poison chrétien, disait Rimbaud, l'opium du peuple absorbé, absorculé, disait Rimbaud, pour être tout à fait précis, l'opium du peuple absorculé tous les jours instille le péché de la chair et substitue la charité à l'amour. Je suis l'esclave du baptême, mort à Dieu, abat le christianisme, ce voleur d'énergie, criait Rimbaud, qui aurait fini, selon la légende, par se convertir in extremis, selon sa sœur. Mais ça se discute, puisque cette sœur a dit en même temps qu'elle était la gardienne de ses idées, de ses pensées et de ses sentiments. Ça fait beaucoup. Et donc, en tout cas, elle nous a dit qu'il se serait reconverti au christianisme qu'il a essayé de fuir. Et puis, vous savez, la polémique avec Paul Claudel, le triste Paul Claudel, qui considérait que Rimbaud n'était en fait qu'un mystique à l'état sauvage. En fait, pour moi et comme pour d'autres, Arthur Rimbaud, comme Nietzsche, voulait être Dionysos plutôt que le Christ. Revenir à un état antérieur à l'apparition du christianisme, à un tragique qui soit moins orienté que l'évolution de ce malheureux Christ, un tragique plus ouvert, l'état de fils du soleil, où l'on peut voler le feu. Il voulait, comme Nietzsche, posséder la vérité dans une âme et dans un corps, comme seuls les enfants la possèdent. Il voulait être une destinée et non pas un destin. Ce Christ-là se révolte, il dit merde à Dieu, et il faut bien reconnaître que quelqu'un qui dit si souvent merde à Dieu et qui l'écrit sur le fronton des églises, est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, reconnaît l'existence de Dieu, même en le blasphémant, bien sûr. Mais plus important que Dieu, c'est l'autre qui est important. Et l'autre, dans ce parangon du christianisme, c'est bien sûr la mère de Dieu, la femme de Dieu, celle qui l'exhorte dans Soleil et chair, en disant « Je crois en toi, divine mère, Aphrodite marine, oh, la route est amère depuis que l'autre Dieu nous attelle à sa croix. » On part, et c'est là mon point de réflexion, pour ce qui concerne Rimbaud, on part d'abord et avant tout pour sortir de ce triste trou. C'est une expression de Rimbaud. Pour ceux qui, comme moi, adolescents, nous a fait lire Le Dormeur du Val. Vous rappelez-vous que Le Dormeur du Val, c'est un trou de verdure. Le Dormeur du Val, ce petit piou-piou soldat qui essaie de retrouver son père et qui souriait comme sourirait un enfant malade dans ce trou de verdure et qui a 2 trous sur le côté droit. Quels sont ces trous ? Nous verrons avec l'album Zutik que derrière cette poésie un peu trop symboliste, il y a du sexuel, bien sûr. Sortir de ce triste trou, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'extirper. Il y a plein d'expressions dont je n'ai pas la possibilité de vous dire qu'elles sont entre guillemets, mais elles sont des expressions de Rimbaud. Sortir, s'extirper de la matrice, c'est comme ça qu'il en parle. Sortir des mamelles. Dehors, à jamais dehors, moi assis sur le seuil de la matrice dans Printemps noir. Il veut quitter, bien sûr, la mère, cette mère qui ferme le livre du devoir, la mère Rimbe, confite dans une fausse dévention, la daronfe qu'il faut associer à un autre néologisme rimbaldien qui est l'absonfe. L'absonfe, c'est l'absinthe, cette fée verte qui lui permettait d'embrumer, pour le dire comme ça, sa mère qui était un contrepoison, l'absinthe, à la religion. Il veut quitter, y compris dans la langue, la mauveur de Charleston. La mauveur de Charleston, ce besoin qu'a Rimbaud d'angliciser sa mère et sa ville natale dans une ironie désespérée pour à la fois la protéger de lui et se protéger d'elle. Il veut quitter la vierge folle, habillée de deuil, l'amoureuse de la mort, la mère dont le sanglot faisait mon roulis doux et qui montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, l'ange folle escorté de ses hippocampes noirs. Il veut se dégager de l'emprise implacable de Marie, Catherine, Félicité, Vitalie, Cuif. Orpheline de... Alors, elle avait des raisons d'être à ce point implacable. On n'est pas dans la culpabilisation, responsabilisation, on va voir. Mais cette Marie, Catherine, Félicité, Vitalie, Cuif était orpheline de mère à l'âge de 5 ans.
Elle n'a jamais quitté son père Jean-Nicolas Cuif, son premier et peut-être son grand objet d'amour avec Rimbaud, avant sa mort. Jean-Nicolas Cuif, son père, et Rimbaud, c'est Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, bien sûr. Il avait alors 4 ans. Elle a perdu sa fille Vitalie, âgée de 3 mois, Arthur avait 2 ans et demi, et elle a eu beaucoup de soucis avec son homme. On va y revenir. Rimbaud, lui, se souvient de sa mère dans le poème qui s'appelle Mémoire. Madame se tient trop debout dans la prairie. Elle, toute froide et noire, court après le départ de l'homme. Regret des bras épais et jeunes d'herbe pure. Regret des bras épais et jeunes d'herbe pure. Quitter sa mère, quitter surtout l'inconscient maternel. Il avait une autre expression pour parler de sa mère, il disait que c'était la bouche d'ombre. C'est un titre emprunté à Victor Hugo, je n'ai pas le temps de vous réciter le poème de Victor Hugo, mais c'est assez noir et mélancolique, et comme trou noir aspirant, c'est quand même assez inquiétant. Il veut donc se dégager du corps maternel, du foyer centro-originel, autour duquel il va retourner avec ses fugues, comme nos adolescents qui retournent au foyer, au centre, après avoir fugué 20 fois. De ce triste trou et de l'incarcération dans l'inconscient maternel et de ce qui s'y trouve, c'est-à-dire des fantasmes mortifères. Des fantasmes mortifères passionnés d'une femme puritaine et perverse, mais surtout orgueilleuse et implacable. Il veut contrer les fantasmes mortifères qui ne sont pas des vœux de mort, contrairement à ce que la Vulgate dit quand on dit que des mères peuvent avoir des fantasmes mortifères pour leur enfant. Les gens entendent que ces femmes voudraient tuer leur enfant ou auraient des vœux de mort. Non, ce sont des communautés de détresse, des mères qui ne lâcheront pas leur enfant, y compris dans cette syntonie humorale de la détresse. Un amour sans partage, il n'y a pas de régalade dans la haine, il y a simplement l'impossibilité de se diviser lorsqu'une indivision a présidé à la relation. Pierre Michon, dans Rimbaud le Fils, magnifique livre, a expliqué ce qui se jouait dans ces fantasmes mortifères. Je le cite. « On ne sait pas si elle, la mère, maudit Rimbaud et souffrit ensuite, ou si elle maudit d'avoir à souffrir et dans cette malédiction persista, ou si anathème et souffrance liés comme les doigts de sa main en son esprit se chevauchaient, s'échangeaient, se relançaient, de sorte contre ses doigts noirs que leur contact irrité, elle broyait tout à la fois sa vie, son fils, ses vivants et ses morts. » C'est ça la communauté de détresse. À un autre niveau, Rimbaud a bien sûr dû se dégager du système de représentation gangué de religiosité de sa mère pour ne plus être le porteur passif d'un énoncé maternel, ne pas être la seule représentation de son fantasme, à savoir qu'il serait le Christ, la réincarnation de l'autre. Il a dû devenir le sujet de l'énonciation en accédant à sa propre langue, à sa propre poésie, tout en respirant les embaumements tragiques qui faisaient germer certaines pourritures. Il le dit dans Le Poète de 7 ans, « Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité. » On va essayer de décrire l'étrange lien entre Rimbaud et sa mère. On peut le faire de multiples façons. Je vous propose de le faire en suivant la couleur bleue. Cette couleur bleue qui vient d'être évoquée dans cette chambre matrice bleue, nue aux persiennes closes. Arthur avait, d'après Georges Isambard, des yeux bleus gênants à force d'être clairs. Et d'après Mathilde Moret, la triste femme de Verlaine, ses yeux étaient bleus, assez beaux, mais d'une expression sournoise. On se souvient dans Le Poète de 7 ans, et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus, et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Et si l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon, elle avait le regard bleu qui ment. La question du regard chez ce voyant illuminé est indissociable de la couleur bleue que l'on trouve partout néologisée, bleuité, bleuaison, etc.
Bleu, qu'il appelle, lui, qu'il pense être la couleur des cendres. Il devait, dit-il, à tout prix éviter l'immobilité bleue. Il disait « Mes grandes visions étranglent ma parole et l'infini terrible effraie mon œil bleu. » L'œil maternel bleu, infini terrible, qui l'immobilise dans ses répugnances profondes, on le retrouve évidemment dans Voyelle. Dans Voyelle, eau, bleu, silence traversé des mondes et des anges, eau, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Rappelons que l'oméga, c'est la fin, le point extrême de l'évolution humaine, la 24e et dernière lettre de l'alphabet grec, et que le violet est l'ultime couleur du spectre solaire. Rappelons que Liz Taylor avait les yeux bleus avec quelques petites iridiations violacées et qui faisait son charme singulier. Ce bleu qui vire au violet, qui est la dernière et l'ultime couleur du spectre solaire, on le retrouve magnifié dans le poème Mémoire, et ça témoigne de ce que j'essaie de dire, à savoir que ce regard bleu maternel qui risquait de l'immobiliser est évidemment un échange de regards où l'enfant se noie dans les pénombres, dans les ténèbres maternelles, dans l'inconscient maternel, que c'est là où il est immobilisé, surtout au moment où lui-même est en proie à ces répugnances oedipiennes ou archaïques qui le ramènent corps et âme à sa mère. Dans Mémoire, cette terreur de l'immobilisation, on va la retrouver. Jouer de cet œil d'eau morne, je n'y puis prendre, ô canot immobile, ô bras trop court, ni l'une ni l'autre fleur, ni le jaune qui m'importune, ni le bleu ami à l'eau couleur de cendre. Mon canot, sous cet œil bleu, toujours fixe et sa chaîne tirée, au fond de cet œil d'eau sans bord, ah, quelle boue! La boue mélancolique qui immobilise l'enfant dans le regard maternel, cette boue mélancolique que malheureusement il n'évitera pas, un de ses derniers mots après son amputation, et voilà, maintenant je suis un tronçon immobile. Cette angoisse d'être un canot toujours fixe avec la chaîne tirée, il va essayer de lutter contre cette angoisse en étant ce bateau ivre qui descend les fleuves impassibles et qui évite d'être ce canot attaché à sa chaîne, livré aux yeux noirs des pontons. Et puis il y a enfin, pour conclure cette symphonie du bleu, cette fameuse phrase qu'on retrouvera dans la fameuse lettre au père de Rimbaud, où il crie son désarroi et où il lui dit qu'il faut absolument qu'il reprenne la chancelière bleue. En fait, il n'arrivera pas à sortir de ce triste trou, ou plutôt sa mère va l'y remettre, et plutôt 2 fois qu'une. Je vous lis donc la lettre de Madame Rimbaud à sa fille le 24 mai 1900, c'est-à-dire 9 ans après la mort de Arthur. Je ne vais pas la commenter parce qu'il n'y a pas besoin de commentaires par rapport à ce que j'ai essayé de dire sur cette communauté de détresse, cette immobilisation. Ma fille, hier à 5 heures du soir, on a exhumé le cercueil de mon pauvre Arthur. En fait, on n'a pas exhumé, elle est descendue dans la tombe, dans le caveau. Ce cercueil est absolument intact. Pas la plus petite déchirure, à peine un tout petit peu noirci par le contact de la terre. La belle croix dorée qui est dessus, on croirait qu'elle vient d'être faite. Et la plaque sur laquelle est marqué son nom, on croirait qu'elle vient d'être déposée. On croirait. Les ouvriers qui y travaillaient, et beaucoup de personnes qui viennent voir ce caveau, étaient stupéfaits de voir cette conservation extraordinaire. Maintenant, le voilà bien placé. Il durera longtemps. À moins qu'il n'arrive quelque chose d'extraordinaire, Dieu est le seul maître. On a fait l'exhumation des restes de mon bon père, rien de démoli au cercueil. Il a fallu l'ouvrir, tous les os étaient très bien conservés, la tête complète, la bouche, les oreilles, le nez, les yeux, rien de cassé. On a remis tout dans le même cercueil que ma pauvre Vitalie, la petite fille qu'elle a perdue il y a quelques mois, car ses restes à elle ont tenu au moins 3/4 moins de place que ceux de papa. C'est tout naturel, elle n'avait que 17 ans et papa en avait 58. Il était très grand et très fort, papa.
Mon cercueil sera déposé entre mon bon père et ma chère Vitalie à ma droite et mon pauvre Arthur à ma gauche, comme ça tout sera en ordre. Bon. Une deuxième lettre, parce qu'elle y retourne bien sûr, quelques mois après. Hier samedi, on a fait l'exhumation des cendres de ma pauvre Vitalie. Et comme j'avais expressément défendu que personne n'y touche, on m'a fait appeler à 5 heures du soir. Quand je suis arrivé, le cercueil était déjà ouvert. J'en ai retiré tous les os et toutes les chairs pourries, ce qu'on nomme cendres. Aucun os n'était cassé, mais ils étaient tous détachés les uns des autres, la chair étant pourrie. Cependant, il y avait encore les côtes qui tenaient ensemble par 2 ou 3, et il avait tout à fait conservé la forme de la poitrine. Le crâne était tout à fait intact, encore recouvert de la peau gâtée, et beaucoup de tout petits cheveux très fins, si fins qu'on les voyait à peine. C'est la fin de la lettre qui est intéressante, parce que je pense que c'est là où Rimbaud a pris quelque chose de cette mère, quel que soit l'enfermement dans lequel elle l'a mis. Cette mère a du talent pour l'écriture, pour la description, fut-elle morbide et haineuse. Donc elle conclut « Je ne puis plus vous écrire plus longtemps, je suis encore invité à un enterrement aujourd'hui, à 1h30 de l'après-midi. Je viens encore de répandre mon encrier que je suis maladroite, il faudrait que j'écrive grand comme sur l'adresse. » Voilà. Alors bon, il part pour quitter sa mère, mais il part aussi pour retrouver son père. Après la Vierge folle qui s'est déclarée veuve le jour du départ de son mari, quand Arthur avait 6 ans, on va parler un petit peu de l'époux infernal, c'est comme ça qu'il le nomme, le capitaine Frédéric Rimbaud, capitaine d'infanterie, qui s'est marié avec Vitalie en 1953, qui a 39 ans, elle en a 28. Il la voit lors de très rares permissions et lui fait, lors de ces rares permissions, 5 enfants. En un mot, parce que je vais aller vite sur le père comme d'habitude, en un mot, pour ce qui concerne notre propos, le pubère où circule le sang de l'exil, et sur l'affiche, quelqu'un a coupé le pubère où circule le sang de l'exil et d'un père, le recherchera dans tous les villages casernes sans jamais le retrouver. Je crois que cette absence du père, la quête désespérée pour le retrouver, a créé les conditions associées à ce que je viens de dire de l'omniprésence de la mère, les conditions d'une création singulière, et c'est Jean Gilibert qui, me semble-t-il, l'a mieux exprimé. L'absence du corps du père a été transférée à l'esprit poétique du fils. Cette phrase, elle sonne à l'évidence dès que l'on parcourt le fameux album Zutik, où la chair paternelle va se faire verbe filial, sans qu'il y ait pour autant perte ni des sens ni du sens, et avec toujours le sexuel qui jaillit, parce que le mystère de l'énigme des origines est exempt de pudeur et nous oblige, oui bien sûr, nous oblige aux répugnances, c'est-à-dire à revisiter l'anatomie de notre univers de naissance. L'album Zutik, c'est l'esquisse au poème sublime de Rimbaud. C'est là où il peut décharger toute sa pulsionalité. C'est le matériau, le terreau, avant que n'adviennent ces poèmes sublimes. Il y a moins de sublime, il y a plus de sexuel, et pourtant il y a tout autant d'intérêt à pouvoir les lire. Alors qu'est-ce qu'il dit à son père dans cet album Zutik, où la chair paternelle va se faire verbe du fils? Ça s'appelle « Remembrance du vieillard idiot ». Et ça commence comme ça. « Pardon mon père, mais l'endroit plein de cris où les ânes, le flanc fatigué, déployaient ce long tube sanglant que je ne comprends pas encore. Et puis ma mère, dans la chemise, avait une senteur amère. » L'accouplage, l'accordage de mère et amère chez Rimbaud, c'est extrêmement fréquent. Et puis ma mère, dans la chemise, avait une senteur amère, quoique fripée au bas et jaune comme un fruit. Cette femme mûre, avec ses reins trop gros où plisse le linge, me donna des chaleurs que l'on tait. Car un père, c'est troublant, et les choses conçues, son genou câlineur parfois, son pantalon dont mon doigt désirait ouvrir la fente. Oh non, pour avoir le bout gros, noir et dur de mon père. Puisque les sens infects m'ont mis de leur victime, je me confesse de l'aveu des jeunes crimes. Pourquoi, mon père, la puberté tardive et le malheur du gland tenace est trop consulté? Pourquoi, mon père, l'ombre si lente au bas du ventre? Et toutes ces terreurs sont l'ombre qui comble toujours la joie ainsi qu'un gravier noir. Moi,
J'ai toujours été stupéfait. Quoi savoir? Quoi pardonner? Reprenez la chancelière bleue, mon père, ô mon père, ô cette enfance, et tirons-nous la queue. Vous avez vu la masturbation compulsive, qui est alors on va faire un peu de psychanalyse, mais très vite, une masturbation compulsive essentiellement de remembrement, c'est-à-dire le besoin qu'a le sujet dans cette masturbation compulsive qui s'impose à lui, où il y a peu de recherche hédonique, il y a surtout la nécessité pour lui de se tenir sur un appui, plus que pour éviter la castration, on est bien en deçà de ça. Et puis il y a cette recherche du phallus, du pénis ou du phallus paternel, qui n'est pas une recherche sexuelle particulière, c'est la recherche d'un phallus fécondant, c'est-à-dire la possibilité de lutter contre la terreur de cette ombre noire du sexe maternel par un phallus qui vous tient, qui vous fixe, qui vous plante, qui vous pointe. Vous savez, chez Ferré, qui a beaucoup chanté Rimbaud, il y a dans cet extra cette fameuse strophe qui est cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est évidemment piqué à Rimbaud. Vous allez retrouver le nageur pensif qui descend le fleuve impassible à l'envers. Il le descend à l'envers pour éviter cette touffe de noir Jésus maternel. La mère, le père, oui, mais qu'est-ce qu'on rencontre sur la route? Et qu'est-ce qui se passe en fonction de ces rencontres? Ce qui est important, c'est en effet, on le voit en clinique, c'est pas simplement d'étudier la nature des relations entre la mère et l'enfant, ou le père et l'enfant, mais d'essayer de voir comment l'enfant se pose, se figure, se représente dans l'interstice, dans l'intervalle entre ces deux parents. C'est-à-dire que ce qu'il est important d'étudier, c'est essentiellement la nature de l'amour qui a présidé à l'union de ces parents. Et cette union, elle est dans cet intervalle entre les deux parents plutôt que dans une relation à l'un ou à l'autre. Dans cet intervalle entre les deux parents, qu'est-ce qui existe pour l'enfant qui puisse lui laisser entendre qu'il y a eu union, fusion, amour à un moment? Eh bien, sur la route, entre cette mère qu'il quitte et qui revient à chaque fois, 14 fugues, à chaque fois retour à Charleville-Mézières, avant la dernière fugue où il ne reviendra pas, entre cette mère donc qu'il quitte et ce père qui cherche dans tous les villages casernes, il jauge la distance entre papa et maman, avec dans la tête donc des fantaisies un peu scabreuses. Pour ce qui est de la mère, oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer, et pour ce qui est du père, tirons-nous la queue. Et il va arriver à ce que j'arriverai moi peut-être à la fin de mon exposé, entre ces deux fantaisies scabreuses, à cette créativité qui va lui faire dire, on l'a retrouvé quoi? L'éternité, c'est la mer allée au soleil. Voilà la manière que, dans le poème, l'enfant peut retrouver ses deux parents sous cette forme-là. Mais sur la route, toute une saison en enfer, faite de dérèglements d'essence avec l'opium, l'absinthe, l'encrapulement, avec cette malédiction qui le poursuit. Assez, voici la punition en marche, dit-il, pendant cette saison en enfer. De la naissance en 1859, rue Napoléon, entre une librairie et une forgerie, entre le livre et le feu. Dès l'âge de 8 ans, 14 fugues et aller-retour, voyage incessant, pour figurer l'espace, la nécessaire distanciation psychique et temporelle avec la mère et la nécessaire proximité avec le père disparu. Mais rien n'y fait. À chaque fois, il emmène dans ses bagages sa triste engeance. Je me croyais en enfer, donc j'y suis. Je me croyais en enfer, donc j'y suis. Voilà le télescopage des temps chez un certain nombre d'adolescents qui ne se débarrassent pas si facilement de leur passé et qui fait que leur futur n'est qu'une figure du passé retrouvée sans cesse. Je me croyais en enfer, donc j'y suis. Mais peut-être, en tout cas il faut l'espérer, que dans cette activité circulaire, qui n'est pas bien sûr un simple fordat de gestion de l'angoisse de séparation, qui comprend départ et retour, et risque et joie du départ et besoin des retours ensuite, peut-être qu'il connaît l'ivresse de la répétition des commencements. Il peut alors dire et écrire, non pas au commencement, moi, Christ, mais au commencement au pluriel, et donc dire que je est un autre et même plusieurs autres. Il n'avait pas lui-même de chez-soi. Son chez-soi était dans ses pas, dans sa marche, dans ses voyages. Il ne pouvait vivre qu'en passant d'un rêve à un autre. Alors ainsi, contrairement au texte de Alain de Migelin,
qui voyait en Rimbaud quelqu'un qui était uniquement mu par la recherche du père dans son identification inconsciente, contrairement au texte de Michon ou de Bonnefoy, qui voit dans Rimbaud quelqu'un qui essaye seulement d'échapper à l'aspiration du trou noir et triste de la mère folle, il y a peut-être à penser ce qu'il a pu découvrir dans cette marche, dans une liberté libre, dans une âpre liberté, qui n'est pas exempte de destructivité, une affirmation de soi, où il peut dire, comme ses poètes parents qu'il aime, comme Gérard de Nerval, « Je suis l'autre ». Comme Lautréamont, « Si j'existe, je ne suis pas un autre ». Comme Nietzsche, « J'ai rencontré l'étranger de l'intérieur ». Comme Rainer Maria Rilke, « Quel ange naît aussi démon ». Il peut s'affirmer dans sa créativité et dans sa destructivité. Il peut dire que la vraie vie est absente ici, que la vraie vie est ailleurs, que ma vie m'appartient, je suis fou, mais je ne suis pas un mouton. Ciel, amour, liberté, c'est rire aux parents qu'au soleil, mais moi je veux vivre et rire à rien, et libre soit cette infortune. Alors de fait, il partira de Charleville-Mézières, en passant par Paris, l'hôtel des étrangers et le vieux passage d'enfer au bout de la rue, pour finir à Aden, à l'hôtel de l'univers, avant que de revenir 11 ans après son dernier départ, mourir à Marseille à l'hôtel de la Conception. On ne part pas donc, puisqu'on tourne en rond. On ne va donc pas si loin qu'afin d'être rendu là d'où l'on vient, si la mer ne nous donne pas le visa de sortie. On ne s'enfuit pas, on ne fait que s'enfuir, et le constat est désespéré. Comme le dit Arthur, on devrait dire « on me pense » plutôt que « je pense ». La route est montée en lui, mue par le désir d'un autre et l'excitation d'une autre confondue. La traversée avec ses deux compagnons fut périlleuse. Je tombai dans des sommeils de plusieurs jours. Élevé, je continuais les rêves les plus tristes, et par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde, de la Cimmérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Je cherchais le lieu et la formule en essayant de jouer un bon tour à la folie. La Cimmérie, puisque c'est là qu'il a été, dit-il, la Cimmérie, c'est une contrée mythologique, non loin de Babylone, juste à côté, lieu de naissance de l'alchimie, mais aussi lieu de séjour des morts, proche de l'enfer, et lieu sauvage des familles en guerre. Alors, est-ce qu'il a trouvé le lieu et la formule pour dire ce que son corps et son âme en métamorphose tentaient d'exprimer? Est-ce qu'il a trouvé ce lieu et sa formule sans verser dans la folie? Est-ce que grâce à la liberté du mouvement dans son corps et dans son âme et dans ses vers, est-ce qu'il a trouvé ce lieu et cette formule? Ben oui, si l'on veut, si l'on croit ce qu'il écrit dans le bateau ivre, le très beau bateau ivre, qui est une façon, à la fin du texte, de chercher une île, la tentation d'une île, une autre île qui n'est que l'île maternelle, comme Robinson qui retourne sur cette île maternelle qu'il essaie de féconder, comme Philippe Cadic qui redescend dans les intestins maternels pour y retrouver la trace spermatique de son père. Enfin bon, c'est un classique de la littérature d'essayer de descendre les fleuves impassibles pour essayer de retrouver le lieu de l'origine de l'enfance. Le bateau ivre, comme je descendais, il descend en effet, il va en arrière, vers le passé, des fleuves impassibles, une mère absente qui n'accorde pas effectivement l'enfant. Je ne me sentis plus guidé par les haleurs, les âcres hypocrisies, les tics noirs, les répugnances de l'enfance. Des peaux rouges, criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau des couleurs. Le jeu d'enfant qui revient à l'innocence, à l'insouciance par rapport à cette métamorphose pubertaire qui donne de drôles émois. On les transforme en couleurs. J'étais insoucieux de tous les équipages. Il se débarrasse de ces deux encombrants équipages. Quand avec mes haleurs on finit cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées amniotiques, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les pinsules des marais n'ont pas connu de tohu-bohu plus triomphant. Le tohu-bohu, le chaos, la renaissance, l'origine. La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots, et dès lors, je me suis baigné dans la mer du poème. Non. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer. Je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts.
Pour moi, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts. C'est cette mer idéalisée, la mer d'avant, la mer déprimée, la mer d'avant, la mer mélancolique, la mer qui a existé, qui a été suffisamment présente, infusée d'astres et lactescents, qui a nourri effectivement son enfant et qui lui a donné peut-être cette richesse poétique. Ou flottaison blême et ravi, un noyer pensif parfois descend. Ou teignant tout à coup les bleuités des lyres, j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Alors il y a un très beau dessin animé que je vous invite à voir, d'Erwan Le Gall sur Dailymotion, c'est avec Hélène Grimaud à la musique et Boringer au texte, sur le bateau ivre. Vous allez voir, ils prennent le biais de quelque chose qui est intéressant. 2-3 ans avant le bateau ivre, il y a le Nautilus, 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Et donc il y a un apparentement entre le capitaine Nemo et Rimbaud. Donc c'est le capitaine Nemo-Rimbaud qui descend les fleuves impassibles. Et il y a un petit scaphandre qui descend et qui trouve une huître géante avec une perle. Il prend cette perle, il a cru ce que les hommes ont toujours voulu croire dans la triste ombre maternelle, cette touffe de Noir Jésus. Il a pris donc cette perle et à ce moment-là, l'huître de bleu devient grise, mélancolique, et toute la mer devient une espèce d'apocalypse, et il est obligé de remettre cette perle pour remonter à la surface avec le Nautilus. Bon. Le divan du poème, comme dirait Paul Denis, a donné cette possibilité à l'enfant de mesurer les blessures qu'il y a entre l'idéal et le réel. Alors, est-ce que la création l'a sauvé? On va conclure avec ça. Oui, le poème, le génie de la rime chez Rimbaud, de la rime intérieure, dont je viens de dire peut-être pas assez que cette rime intérieure, elle vient de la relation avec cette mer, cette première mer d'avant la mélancolie, cette mer infusée d'astres et lactescents. Donc le poème, le génie de la rime intérieure, c'est-à-dire au plus près de la pulsionalité de l'affect, lui donne un rythme et contrebalance, comme dirait Rilke, au rythme de quoi proprement il advient. Rilke disait, contrebalance de rythme au quoi proprement j'adviens, vague unique dont je suis à la mesure la mère de toutes les mers possibles. Cette possibilité dans l'accordage de devenir à son tour la mère de toutes les mers possibles. Il n'y a pas besoin d'auto-engendrement, il y a simplement besoin d'infusion. En d'autres termes, plus techniques, la poésie, ce génie de la rime, il faut l'entendre comme une marche de la pensée, la poésie, qui procède non plus par développement logique, mais comme chez les musiciens, par dessin mélodique et des rapports de notes juxtaposés. La rime intérieure, c'est quand on arrive à accorder dans la poésie 2 notes de couleur, voyelles, 2 mots entre eux, qu'on les lie par une amitié retrouvée. Et bien sûr, ça renvoie au fait que dans le poème, comme dans toute littérature, on essaye d'accorder sur cet écran qu'est la page, d'accorder le sujet et l'objet, la mère et l'enfant. Et que dans cette écriture, on répète sans cesse cette phrase, dans cette tentative d'accorder le son et le sens, les notes entre elles, les couleurs entre elles, le sujet et l'objet. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce qu'on peut se retrouver dans ce livre? Est-ce qu'enfin nous allons pouvoir nous reconnaître? Le poème, oui, a réussi à donner aussi à Rimbaud une forme. Lui qui avait une informité identitaire, comme disait Angieux, c'est-à-dire une incapacité du fait de cet accordage défaillant à, grâce au tuteur, accéder à une forme tolérable, une forme charnelle, affective tolérable. L'informité identitaire monstrueuse, née de l'absence ou du désaccord avec le rythme maternel, parce qu'a fait à défaut au jeune Rimbaud, lui a été enlevée la musicienne du silence, celle qui aurait pu soutenir sa musique intérieure, d'où son escapade dans la fanfare des drogues et de l'encrapulement avant, dit-il, avant que bientôt la fanfare tournant, nous soyons rendus à notre ancienne inharmonie. La poésie, le poème lui a donné, avec le génie de la rime, une pulsionalité exprimable. Elle lui a donné une forme, elle lui a donné aussi un sens. Dans Alchimie du verbe, il dit « Je croyais à tous les enchantements, je croyais à un verbe accessible à tous les sens. J'écrivais les silences, je fixais les vertiges. » Il semble dire que, comme en analyse,
qui est important, c'est pas tant l'accession à un sens, à une vérité historique, que l'accession à la pluralité des sens, à l'ouverture à la pluralité des sens, à toutes les vérités narratives. L'opération magique s'effectuant par la seule joie qui reste à l'enfant ou à l'adolescent, au roman sans cesse médité. La seule joie qui reste, c'est celle d'écrire, de raconter, celle du récit. J'insiste à chaque fois, Babel, pour dire que cette joie du récit, qui permet de s'inventer la vie, d'avoir une vie rêvée par rapport à cette vie qui nous a été donnée de vivre, ce lieu où il nous a été donné de naître, cette joie du récit, ça n'est pas un choix, que ça renvoie même pas peut-être à un génie particulier, et que ça renvoie à un besoin impérieux de guérir les sens à l'adolescence, de guérir les sens par l'âme et l'âme par les sens. En d'autres termes, de rendre intelligible ce sensible qui nous terrorise pour ne pas vivre dans l'oubli de nos métamorphoses, et aussi de rendre sensible l'intelligible, d'éviter l'abstraction, l'intellectualisation. Il faut réussir à, excusez-moi la vulgarité, baiser son inconscient, au sens de l'embrasser, de l'épouser, sans le craindre, pour devenir non pas poète, mais poème, le temps que ça dure, et pour qu'alors je ne sois plus un autre. Sur son lit de mort, Rimbaud disait « N'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse à écrire sur des feuilles d'or? Trop de chance. Par quel crime, par quelles erreurs ai-je mérité ma faiblesse actuelle? Vous qui prétendez que les malades désespèrent et que les morts rêvent mal, tâchez de raconter ma chute et mon sommeil. Durant ma saison en enfer, entre 13 et 17 ans, le corps qu'une nouvelle solitude tend, dans la grâce brisée de nouvelles violences, m'a obligé à dire je t'aime et à écrire des poèmes. Mais maintenant, je sais que l'art est une sottise. Je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. À vendre les voix reconstituées, à vendre l'éveil fraternel de toutes les énergies chorales et ancestrales et leur application instantanée, à vendre l'occasion unique de dégager nos sens, à vendre les applications de calcul et les sauts d'harmonie inouïs, à vendre les trouvailles et les termes insoupçonnés, à vendre la possession immédiate. Alors, qu'est-ce qui animait et désanimait ce génie de la jeunesse incarnée? Un auteur sud-américain, Roberto Bolano, dans le magnifique Les Détectives Sauvages, qui ne parle que de cette rencontre ratée entre Lautréamont et Rimbaud, les deux adolescents éternels, 800 pages pour raconter ce covoisinage de ces deux adolescents éternels, et qui conclut sur « Si vous avez assez de patience pour arriver jusque-là, peut-être vous pourrez alors voir, peut-être que vous pourrez alors le voir, et si vous le voyez, vous finirez probablement frustré. Le mécène, celui qui nous oblige à écrire, ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'État, ce n'est même pas l'enfant magique, c'est le vide. » Je vous remercie. Vous voulez dire quelque chose? Merci Maurice. Magnifique. Je donne la parole à Gérard Pirlot, professeur à Toulouse, qui est un bon spécialiste de Rimbaud, qui a déjà pas mal écrit là-dessus. Un petit peu, sur ce thème. Oui. Poésie et cancer chez Rimbaud, Voilà. aux éditions EDK. Il y a quelques années. Merci Maurice. Alors, bon, je ne vais pas parler trop longtemps, je parle là a cappella. J'ai découvert ton texte à mesure que tu le lisais. Juste sur la fin, d'ailleurs, à propos des rencontres ratées dans la vie, Dieu sait si on en a. Il n'y a qu'à écouter Brassens, chanter Les Passantes. J'ai toujours eu le fantasme d'écrire quelque chose sur que je n'écrirai pas, faute de temps. Et puis, je me suis toujours dit que Nietzsche et Rimbaud auraient pu se rencontrer à Gênes dans les années 1875. L'un était à quelques semaines, presque mois près. Ils sont passés à Gênes et
j'ai toujours eu le fantasme que Rimbaud aurait pu découvrir ce vieux Nietzsche, déjà, enfin vieux, il paraissait plus vieux que son âge, assis sur un banc en train de lire, et que Rimbaud, polymathe, polyglotte, voyant l'autre lire un livre en allemand, s'adresse à lui en allemand, et que la conversation se fasse. En plus, Nietzsche était à cette époque-là, au moment de Gênes, très attiré par il faisait un retour sur la littérature et la philosophie française. Enfin voilà, je vais commencer comme ça à fantasmer des choses dans ma tête. Alors, cela dit, je trouve que dans ce que tu dis, évidemment, avec ta pratique de pédopsychiatre d'enfant, je me disais que tu touches du doigt le fait que j'avais peut-être pas assez perçu, moi, de la modernité de Rimbaud, à plus d'un titre, mais alors vraiment sur le plan psychopathologique aujourd'hui. Ce gars-là, avec le génie, évidemment, le talent qu'il incarne, actualise ce que l'on voit tous les jours, c'est-à-dire effectivement des adolescents sans père, dont les pères sont partis, ou lointains. Alors, il y a une chose que tu m'as fait percevoir aussi, c'est ce lien, je me disais, là, entre alors la déambulation, effectivement, le besoin de partir, la page blanche, et cet entre-deux, on va dire, alors la scène primitive retrouvée à l'adolescence, c'est très bien d'avoir insisté sur le fait que dans cette scène primitive, ce qui était important, c'est l'espace. Et l'espace entre les deux, quoi. L'adolescent, en tout cas l'adolescent dont le père est parti, et dont pour qui la proximité avec la mère est trop forte, ne peut pas continuer à vivre dans cette proximité. Ça, Rimbaud l'incarne bien, tu le montres bien. Et alors il y a effectivement ce que disait Demi-Jolin, de reprendre un peu le fantasme d'identification au père, c'est ce que dit Demi-Jolin, mais il n'y a pas que ça, évidemment, ça tu l'as bien souligné. Mais moi je pensais en termes de déflexion. Je me disais, la page blanche, l'imago paternel, c'est la déflexion nécessaire. Parce que Roussillon parle beaucoup de réflexion, mais ce qui est important, c'est peut-être la déflexion, c'est-à-dire la tiercéité, c'est-à-dire de refaire l'espace tiers. Et alors, Rimbaud n'a de cesse c'est un équilibriste total, je me dis, c'est fabuleux cette manière d'être à la fois, surtout dans la deuxième partie de sa vie, enfin en t'écoutant, je pensais aussi beaucoup à la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire à la fois d'être l'Africain, comme son père, et d'être l'objet unique de la pensée de sa mère. Voilà, il écrit, enfin je veux dire, les lettres d'Afrique sont magnifiques. Alors magnifique de communauté, ce que tu dis, la communauté de détresse, ce qui les lie, c'est cet amour malheureux, cet amour oedipien en fin de compte. L'amour oedipien est un amour de détresse, malheureux, puisqu'il ne peut pas s'accomplir. Et donc ces deux-là sont ad vitam aeternam, liés jusqu'à la fin. Alors évidemment, c'est une figure christique. En ce sens-là, c'est une figure totalement christique. Moi, c'est vrai que je me disais, c'est le Christ moderne. C'est vrai qu'on pense Rimbaud, on a envie de pleurer quand on pense Rimbaud. Enfin, moi, j'ai envie de pleurer quand je pense Rimbaud, parce qu'il y a sa vie. Il y a sa vie d'enfant sans père, tu le dis bien. Hein. C'est vrai que le père revenait en permission, faisait un gosse à sa femme, se disputait avec elle. Enfin, ce dont se souvient Rimbaud, c'est les disputes. Hein. Il y a même un souvenir écran, hein, où il y a un vase qui tombe par terre, et la mère affronte le père, quoi. Elle ne cède pas. Hein. Tu parlais du bleu regard. Ça, il y a quelque chose là du côté des suifs, des suiférants, dit-on. Eh oui, parce que là, il y a un point d'interrogation quelque part. Des suifs, il y a ce caractère dur et trempé, je veux dire, jusqu'à la fin. Jean était comme ça, le père. Alors, il y a aussi ce télescopage en miroir, je me disais. Tu l'as remis en scène, c'est-à-dire que elle, la maman, je veux dire, d'Arthur, cette Vitalie, alors Vitalie en plus, à chaque fois qu'elle donne le prénom Vitalie à une fille, la fille meurt. Hein. Enfin, je veux dire, ça c'est quand même terrifiant. Il y a la première Vitalie qui meurt à 3 mois, et puis il y a la deuxième qui meurt à 17 ans. Et Rimbaud, c'est à ce moment-là qu'il décroche d'ailleurs. Il se rase et il décroche. Hein. La mort de la deuxième sœur Vitalie signe pour lui la fin des festivités, si j'ose dire. Hein. La poésie n'est rien à côté de la mort, et puis de la perte, et puis je veux dire, du fait que cette perte-là ne fait que répéter les précédentes, et singulièrement celle du père, évidemment, et du grand-père, hein, je veux dire, qui, lui, a joué un certain temps, tout le temps du collège, d'une certaine manière, ou avant le collège même,
le bateau non ivre auquel ça m'arrête. Tu parlais des remembrances, et c'est vrai, j'y pense maintenant, les remembrances, c'est très juste, c'est le père, mais je me disais, c'est aussi le grand-père, et on a peu écrit là-dessus, et enfin, j'y pense là, en t'en parlant, je me dis, c'est quand même peut-être un écho lointain d'être allé sur le genou du grand-père, pas uniquement du père. Alors ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est ça se rencontre aussi chez les ados. Je pensais à un jeune homme que j'ai vu il n'y a pas longtemps et qu'on perçoit bien chez Rimbaud. Je me dis que cette personne-là, cette imago paternelle étant manquante, il y a une limite là, il y a une limite évidemment, je veux dire la castration, enfin l'inhibition, je veux dire, qu'impose un père à son fils par le seul fait d'être là dans la maison, et celui-ci manquant évidemment, il y a quelque chose qui va se dérégler, puisque la pensée prend le dessus, tout est possible, je veux dire, puisque personne n'est là pour l'imiter. Et on sent bien que chez Rimbaud, en plus il a écrit quasiment plus de vers en latin qu'en français, enfin je veux dire, c'est fabuleux, enfin entre 8-10 ans, je veux dire, et l'éclosion de la poésie, c'est un gamin qui est engoncé, alors en plus qui est engoncé dans le scolaire, qui est engoncé dans le catéchisme, là tu le dis bien, hein, on est là-dedans, hein, le fameux Les poètes de 7 ans, enfin qui en parle bien, la Bible à la tranche vers chou, mais c'est Isambard, c'est l'arrivée d'Isambard, du professeur évidemment, qui va changer la donne. Là il va s'enfermer vraiment dans la bibliothèque d'Isambard, dans la bibliothèque de Charleston. Et alors je suis tombé moi sur un bouquin, il n'y a pas, là, je disais à Alejandro, il y a 15 jours je tombe sur un livre chez un bouquiniste qui est cité nulle part, alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas cité, peut-être n'est-ce point un universitaire, donc voilà, et alors un monsieur Pierre Cadeau qui a sorti un bouquin en 68, Arthur Rimbaud le Tahitien, dans le sillage du capitaine Cook. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, et on découvre ce que j'avais déjà découvert avec Bodenheim, parce que Bodenheim, lui, est un universitaire anglais qui a écrit Rimbaud et son père. Alors, il s'y prend de manière différente d'Alain de Mijola, mais il montre surtout que Rimbaud était, alors comme Thomas Édouard Laurence, et comme Freud d'ailleurs, un rat de bibliothèque. Et Rimbaud bouffait du bouquin, littéralement bouffait du bouquin, je veux dire à longueur de journée, ce que confirme son copain Delahaye, hein, quand on lit la biographie qu'a écrit Delahaye sur Rimbaud, et on s'aperçoit que, alors, surtout Rimbaud a lu les psychiatres, figure-toi. Michéa, je veux dire, il a lu le délire de sensation de Michéa, et le sensationnisme de Rimbaud, là aussi il prouve bien, hein, Bodenheim, il montre qu'il y a vraiment des extraits entiers de Michéa qui sont repris et tordus. Rimbaud, c'est l'activité psychique à l'état pur, c'est-à-dire celle qui tord continuellement les choses. Hein. C'est toujours ce que je dis moi aux étudiants. La gravité dans la pensée opératoire, c'est quand quelqu'un vous dit ah bah tiens, par exemple, s'il y a des pensées opératoires dans cette salle aujourd'hui, c'est hier j'ai été dans un amphithéâtre et puis il y avait un monsieur avec une moustache et puis un autre avec une barbe grise qui en parlait. Voilà, tel est mon rêve. C'est gravissime, quand vous ne faites ce rêve que de cette manière-là, ça veut dire que votre psychisme n'a rien déformé. Et là, ça veut dire que le psychisme est un peu absent, c'est du copier-coller avec la réalité, c'est un rêve qui colle à la réalité. Or, Rimbaud, lui, ne cesse, et c'est ça le génie psychique, ne cesse de transformer, c'est la transmutation, hein, c'est le voyant, effectivement, c'est l'activité poétique, et il transmue tout le temps, et alors on voit bien le délire de sensation, il a lu aussi Pinel, il a lu Esquirol, enfin c'est quand même absolument incroyable. Et donc, je me rends compte en lisant ce bouquin qu'il a lu, tu parlais du capitaine Nemo aussi par rapport au bateau ivre, mais le bateau ivre est infesté. Alors là, je ne peux pas trop vous lire, mais je vous recommande, en tout cas, ou je ne sais pas, j'essaierai peut-être de faire un papier là-dessus pour la revue. Le bateau ivre est infesté véritablement de mots, d'expressions tirées des voyages de Cook. Aussi d'un poème de Lamartine, et des choses qu'on retrouve aussi dans les illuminations aussi, beaucoup moins dans Une saison en enfer, mais dans les illuminations. En tout cas, le Rimbaud rêve sa vie, effectivement, c'est là où je voulais en venir, hallucine sa vie, et c'est sans doute le fait de n'avoir pas de père pour limiter, je veux dire, moi c'est comme ça que je perçois la chose, pour limiter le principe de réalité, on va dire, donc vit sa vie. Et en même temps, c'est une forme d'ectopie psychique, j'ai envie de dire, comme dirait Guillaumin, c'est-à-dire que faute de la présence de quelqu'un qui doit incarner
quelque chose dans la chair de l'esprit, je veux dire, un principe. Je veux dire, on trouve dans la page et dans l'espace une espèce de transitionnalité là que recrée l'adolescent, mais alors, je veux dire, jusqu'au désordre total, ça peut être l'addiction, etc. Et faute d'avoir eu cet espace, enfin cette place et cet espace paternel, effectivement. Donc je faisais les liens un petit peu de... voilà. Alors, quand il dit merde à Dieu, d'ailleurs, c'est pas mort à Dieu, hein, c'est bien merde, c'est-à-dire... Je me dis, on est obligé rester sur les bords anales, quoi, parce que sinon c'est la dépression. Et je me disais, voilà, c'est ça aussi la pathologie, la psychopathologie de nos adolescents, que je me disais, mais pourquoi est-il parti si loin, ce Rimbaud qui me fait pleurer quand je le lis, moi, il me fait pleurer, c'est douloureux, ces lettres à la mère. C'est épouvantable, je veux dire, on a affaire à un type de 35 ans qui ne fait que geindre, je veux dire, auprès de maman, qui se plaint de ses climats épouvantables, de ses nègres qu'il ne peut plus voir, de ses affaires qui ne marchent pas, de ce roi Ménélique qui le baise pour le coup, et de ses malheurs qui s'abattent sur lui, d'ailleurs, marchand d'esclaves peut-être pas, mais en tout cas marchand de fusils, oui. Et c'est vraiment, c'est vraiment alors, on retrouve ça dans cette psychopathologie de ces adolescents qui se mettent toujours en position victimaire, je veux dire, d'une certaine façon. Hein. Alors, ils sont toujours en train de geindre de différentes manières que celle de Rimbaud. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. Je me disais, en fin de compte, quand le père a été absent, le meurtre symbolique n'a pas pu avoir lieu. N'a pas pu avoir lieu. Et ça, c'est terrifiant, parce que vous ne pouvez pas vous installer à proximité de maman, prendre femme, d'avoir un peu comme son frère Frédéric, qui lui, malheureusement, a mal tourné, puis s'est mis à boire. Mais comme Rimbaud, on ne peut pas. On ne peut rester que dans le décalé. On ne peut rester que dans la distance, que dans l'entre-deux. Surtout ne pas... assumer la position. Alors, il ne rêve que de ça, d'ailleurs, revenir au pays, prendre femme, avoir assez d'argent pour prendre femme, avoir un fils qui serait philomate, etc. Enfin, c'est son rêve le plus sincère. C'est le rêve de maman aussi, il le sait très bien, donc il colle toujours. Rimbaud colle toujours à l'inconscient maternel, là, tu l'as assez souligné. Évidemment, il colle toujours à l'inconscient paternel aussi, ça serait trop... On ne peut pas s'étendre là-dessus. Maurice a dit qu'il en parlait peu du père, mais vraiment, je veux dire, le père a été un vagabond, un itinérant, je veux dire, mais le père était aussi un écrivain. C'est quelqu'un qui a écrit un traité d'éloquence militaire de 700 pages, on le sait assez peu. C'est quelqu'un qui a écrit, commenté et modifié une grammaire arabe que réclamait Arthur une fois en Éthiopie auprès de sa mère, parce qu'il restait que... Alors, Vitali a fait le nettoyage à sec, hein, c'est-à-dire une fois que le père est parti définitivement, elle a tout jeté, sauf une malle avec quelques écrits du père quand même, et dont ce dictionnaire arabe. Alors, il y a quelque chose, et d'ailleurs c'est assez fou, parce que quand Arthur part dans les années 74-75, il passe par le Gothard, etc., il passe à Dijon quelques jours après que son père meure. Voilà, mais son père vit à Dijon, hein, j'ai oublié de le dire, son père vit à Dijon, sa ville natale, et puis il y a tous ces lapsus, hein, je veux dire, où quand il dit appartenir au même régiment que son père, enfin bref, tout ça on le sait, donc il a l'art, le subtil art de se placer à la fois dans l'identification, si j'ose dire, secondaire au père, et dans l'identification primaire à la mère, mais je pense que, et on le voit avec les enfants hyperactifs ou des choses comme ça, je pense que quand le meurtre symbolique du père n'a pas pu avoir lieu faute de la présence du père, parce que une fois que le père est parti, vous ne pouvez pas tuer en effigie le type en question. Bien sûr que vous pouvez le faire, sinon tous les orphelins de la guerre 14 ou 39 seraient agités ou je ne sais quoi. Donc c'est plus complexe que ce que je dis là, c'est beaucoup plus complexe. Mais là, dans le cas de Rimbaud, de toute façon, le problème de la mère, c'est qu'elle-même, je dirais, avait un Oedipe tellement plein, si j'ose dire, et tellement incestuel, d'une certaine manière, que là, la figure maternelle n'offrait pas, à mon avis, une possibilité de déflexion par rapport à la chaleur incestuelle. Donc, quand vous n'avez pas le père, là, en place, vous ne pouvez pas le tuer symboliquement. Si vous acceptez de prendre sa place, c'est-à-dire de revenir au pays, admettons qu'il l'eût fait Rimbaud, qu'il l'eût pris femme, etc., je pense qu'il se serait tapé une dépression mélancolique de chez les mélancoliques, si j'ose dire, c'est-à-dire la rencontre de l'absence du père. Là, pour le coup, celui-ci n'a jamais été là, il n'a jamais été là, et comment on fait
Comment on fait pour être père quand le père n'a pas été là? Eh bien ça, il n'en sait rien. Et je pense que c'était sa hantise, c'est pas le froid, comme il dit. Il dit toujours qu'il ne revient pas chez lui à cause du froid. Je peux le comprendre, je suis un homme du Nord qui vit dans le Sud, donc je peux comprendre ça. Mais, identification rivalienne, bien évidemment. Mais je ne crois pas que ça soit ça. Je pense que c'est, devant le froid, il faut avoir des anticorps. Pour avoir des anticorps, il faut avoir un tonus de vie. Pour avoir un tonus de vie, il faut avoir été fécondé, effectivement, ce que tu dis. Et ça, la remembrance du vieillard idiot, c'est un peu ça aussi, hein. C'est-à-dire, il faut avoir le tonus du pénis paternel introjecté. S'il n'est pas là, et ben là, il y a un grand manque, et la mélancolie n'est pas loin. Voilà ce que tu m'inspires un petit peu ce matin. Maurice, tu veux réagir ou... Ah non, On a quelques instants de discussion qui a envie de prendre la parole. Oui. Tellement de choses ont été dites, est-ce que c'est possible? Mais bon. Oui, il en reste encore plein. Il en reste encore plein, oui. Passons la parole. Le questionnement nuancé, commenté, critiqué, disputez-vous. Et pas ralliez-vous de Rimbaud. Est-ce que, avant de passer à Shakespeare, à Roméo et Juliette, ce qui est pas mal non plus, il y aurait des questions à Gérard ou à moi? On peut dire, surtout après les deux exposés extraordinairement vivants et sans confrontation, mais simplement accolés, déplacés, tu as dit, en pleine activité psychique, on peut dire. Oui, j'ai pas trouvé de quoi polémiquer. Non, Dieu merci. C'est pour ça que je l'ai choisi comme discutant aussi. Hein. D'accord. Ça aurait pu. C'était pas la prudence, mais c'était la richesse. Non, c'était l'amitié, sinon j'aurais pris demi-Jola et on aurait discuté, oui. Tu l'as déjà esquissé. Bon, laissons le silence après Rimbaud, être encore du Rimbaud, passons à Shakespeare. On fait une pause 5 minutes ou... On fait une pause 5 minutes. Oui, on fait une petite pause, allez. 5-10 minutes, pas trop.